Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord vous dire tout le plaisir que j'ai à retrouver. On a le plaisir de se retrouver en ce début d'année pour ces travaux sur un grand sujet. On a parlé d'un serpent de mer. C'est exact. Aussi loin que je puisse me rappeler les débats sur ce sujet, les débats publics, on a toujours invoqué cette nécessité de doter les élus d'un statut, les élus locaux d'un statut. Oui, alors évidemment, nous attendons, nous souhaitons une action législative. Nous espérons nous engager très résolument dans une démarche qui permette de compléter, d'enrichir, de coordonner, peut-être de rationaliser, en tous les cas de rendre peut-être plus cohérent des dispositions qui existent et qui ont été, puisque au fil du temps, il y a quand même eu quelques réponses. Alors, la première des choses que nous attendons, c'est d'abord une reconnaissance de la part de l'État du rôle des élus locaux dans la République, un pierre angulaire de cette démocratie locale que nous soutenons et que nous souhaitons vivifier. Ce qui n'est pas simple dans un pays, je le dis souvent ici, qui a du mal à confier sa destinée, j'allais dire, à autre chose qu'à des institutions qui favorisent l'État unitaire. Et je sais que la décentralisation à la française, c'est quand même un grand défi. Et je le souligne à cette occasion parce que, bien entendu, on peut vouloir tout et son contraire, mais je crois que c'est extrêmement compliqué, en tous les cas, d'appliquer réellement la décentralisation dans ce pays. Pour autant, je le disais, nous ne partons pas de rien. On espère d'ailleurs que le travail très complet qui a été réalisé par nos collègues Sébastien Jumel et Violette Spilbou, ce rapport d'information qui a été établi dans le cadre de notre délégation puisse vraiment nourrir la suite de nos travaux et qu'on espère les plus rapprochés possibles. Je veux dire aussi que j'avais été très sensible au travail réalisé par notre collègue à partir du Sénat, Françoise Gatel. Voilà. Et puis il y a un contexte très particulier, c'est l'approche de la fin d'un mandat municipal qui a été peut-être assez chaotique hein, parce qu'il a démarré dans des conditions difficiles et qui nous place à un moment de notre vie démocratique où nous interrogeons sur les perspectives et certainement que beaucoup d'élus se trouvent extrêmement affectés par ces doutes qui se développent et que nous ressentons tous. Je voudrais, à ce stade, bien sûr, aborder les différents points qui ont pu être évoqués. Alors, sur la question de l'amélioration réelle des indemnités qui sont allouées à l'ensemble des élus locaux. Le mandat d'élu local, c'est certain, peut demander et demande énormément d'investissement personnel, un engagement important. Ça, c'est une évidence, mais tout dépend de la taille de la commune et tout dépend finalement des conditions. Et on a de fortes disparités. On note d'ailleurs des écarts importants de traitement entre les élus, selon s'ils sont membres d'exécutifs ou pas, selon le type de collectivité, ou bien encore la strate démographique. Et le système d'indemnisation, c'est vrai, résulte d'une histoire. Il a fait déjà l'objet de beaucoup d'adaptations, mais il n'en demeure pas moins qu'il reste encore quelques différences de traitement qui sont parfois difficiles à justifier. S'agissant des maires, ils exercent les mêmes responsabilités et supportent souvent des charges proches. Le Code général des collectivités territoriales les considère d'ailleurs égaux. S'agissant des conseillers municipaux, leur implication peut être, on peut le constater, inversement proportionnelle à la taille de la commune où ils sont élus. Et d'autant plus forte lorsque celle-ci n'a pas d'agents, de fonctionnaires
un soutien en ingénierie et des budgets à la hauteur des enjeux locaux. Aussi, pour nous, il conviendrait d'améliorer peut-être le système d'indemnisation, notamment de ceux qui ne font pas partie de l'exécutif, mais qui sont eux aussi parfois les chevilles ouvrières d'une vie municipale, notamment dans les petites et moyennes communes. Et face à la très grande diversité de ces situations, je le disais, il convient évidemment de ne pas oublier qu'on doit laisser le choix aux collectivités concernées. Même se pose évidemment la question des moyens financiers. Et ici, la question de la compensation de l'État, selon peut-être un format qu'il faudra adapter. À cet égard, alors, pour revenir aux travaux de la mission d'information sur le statut de l'élu local, nous sommes très favorables à l'idée qu'on puisse attribuer aux conseillers municipaux sans délégation une indemnité dite d'engagement citoyen, même symbolique. Cette revalorisation des indemnités pourrait être évidemment financée par une augmentation de la dotation particulière aux élus locaux. Voilà ce que je voulais dire sur ces premiers points. On peut ensuite, par rapport à l'incitation, aux garanties qu'on peut offrir aux citoyens qui s'engagent, et notamment les femmes, les jeunes. C'est vrai que rendre compatible un engagement électif avec des obligations professionnelles et familiales, c'est beaucoup et c'est extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, on mesure chaque fois dans les démissions des réalités personnelles qui pèsent. Et ça, je crois que nous en avons tous l'expérience. Alors, on pourrait dire qu'il y a un premier axe sur lequel on espère des avancées. C'est d'abord sur le fonctionnement de la vie d'assemblée, de l'instance, par exemple, du conseil municipal. On sait que c'est un enjeu. Je pense à des revendications qui ont pu être posées par un certain nombre d'élus municipaux, notamment sur la question des délais pour l'ordre du jour, qui nécessite, parce qu'on a besoin d'un degré d'anticipation, on a besoin d'un délai de prévenance adapté, bien sûr, aux contraintes de la vie personnelle. Il y a aussi sans doute à penser qu'il faut fixer des limites précises à l'organisation de la vie municipale. Et cela, ça veut dire qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des élus qui ont des charges d'enfants, il y a des élus qui ont des activités professionnelles très prenantes. Ce qui permettrait, et ça c'est quelque chose qui nous paraît important, de reconnaître en tout cas ce qu'est l'engagement électif, ce qu'est le mandat local par rapport à un engagement par exemple professionnel aussi. Oui, il est légitime de s'engager dans la vie publique et on ne doit pas être obligé de s'excuser systématiquement. Alors, il y a des propositions, 26, 27, 28, 29, dans la mission qui ont été très intéressantes et je n'y reviens pas, vous les avez. S'agissant de la question des élus en situation de handicap, c'est vrai que les situations de handicap ne doivent absolument pas constituer un empêchement. Et parce que malheureusement, trop de personnes peuvent aujourd'hui, pour des problématiques très concrètes, s'engager. Et là-dessus, nous soutenons ce qui a été écrit, là encore, dans le rapport de la mission d'information. Et peut-être qu'on pourrait évoquer aussi la question de l'AAH, avec des cumuls d'indemnités qui peuvent être parfois pénalisantes. Donc ça, c'est des points à reprendre. L'engagement dans la vie publique locale, donc, pour nous, ne doit en aucun cas entraîner une perte de revenus pour les personnes en situation de handicap. Et enfin, pour la reconversion professionnelle, nous pensons qu'il serait peut-être nécessaire de recourir plus systématiquement pour les élus en fin de mandat à un système au dispositif de validation des acquis d'expérience, notamment pour permettre d'accéder à des emplois de type administratif. Et enfin, dernier point, je voudrais dire que dans son principe, donc, nous sommes plutôt favorables à la bonification de trimestre dès lors qu'il y a reconnaissance par une indemnisation. Dans son champ d'application, il y a plusieurs pistes qui peuvent être proposées.
Et là, ça dépend effectivement des niveaux de cotisation. Mais là aussi, on a des problématiques de financement. Donc, je renvoie à la problématique déjà dès le départ du questionnaire, où on se posait la question de savoir comment l'État pourrait compenser et comment les collectivités, dans le respect du principe de libre administration, pourraient être en capacité d'assurer ces financements. J'ai dépassé mon temps de parole et je vous remercie de votre attention.